Merci pour la session. On passe au suivant et au dernier. Last but not least, comme on dit. Ibrahim. Hello, hello, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Super. Alors, Tu arrives à partager? c'est de me dire si la résolution elle est correcte ou pas, parce que j'ai du Pour 4K comme note. l'instant, c'est l'écran de Amadou qu'on voit. D'accord. Le partage, désolé. C'est bon, tu as arrêté. Oui, Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, oui, on voit ton écran, Ibrahim. C'est petit ou c'est... Non, c'est le bon. texte est un peu petit, hein? Ok. Bon, au moins, le texte est un peu petit. Mais ça va, Il c'est faut, assez clair. il faut lever tes verres. Ok. Ah, c'est à moi qui parle. Non, sinon je peux zoomer, sinon. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous pouvez zoomer, c'est bon. Vous pouvez zoomer, mais moi, j'arrive à bien voir, mais pour Mohamed, il faut zoomer. C'est très bien, merci. Allez, je te laisse la parole, ça Ibrahim. marche. Merci. Ça marche. Donc, déjà, merci de me permettre de m'exprimer sur ce meet-up. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les technos, sur l'écosystème Microsoft, sur les technos Azure et Microsoft 365. Moi, je suis Ibrahima, donc je suis solution architecte. Je suis Microsoft Certified Trainer aussi. Je suis MVP dans la catégorie Azure, quasiment 10 ans d'expérience dans l'informatique en général. Donc voilà pour moi. Donc pour cette session aujourd'hui, on va parler d'Azure Update Management. Donc c'est simplement une solution pour pouvoir pousser des mises à jour, qu'elles soient de sécurité, qu'elles soient critiques, qu'elles soient des drivers ou des definition updates, de pouvoir pousser ça sur des machines virtuelles qui sont dans Azure ou qui peuvent ne pas être dans Azure via Azure Arc. Donc, ça peut être sur d'autres clouds, ça peut être aussi sur de l'on-prem. Mais globalement, pourquoi on a besoin d'Azure Update Management? Souvent, c'est quand on migre, par exemple, des machines virtuelles vers Azure. Généralement, on a du SCCM, par exemple, en on-prem, soit du SCCM, soit du WSUS. Je pense que la majeure partie d'entre vous connaissent en tout cas l'écosystème Windows, connaissent WSUS. Et donc, dans Azure, il y a un service qui s'appelle Update Management qui permet en fait de faire ce rôle que faisaient SCCM et WSUS. Ça peut être d'autres outils, mais j'en prends que ces exemples-là. Ça peut être de l'Ivanti, par exemple. Mais donc, du coup, ça permet en fait d'avoir une solution de patch management sans infrastructure. C'est-à-dire, on n'a pas à déployer des serveurs tels WSUS ou des serveurs où on va hoster une solution pour pouvoir patcher nos VM. C'est une solution en fait qui se base sur des services Azure. Donc, le premier, vous le voyez sur le schéma, c'est Azure Automation Account. Donc, tout à l'heure, Amadou en a parlé brièvement. Il a aussi parlé du Log Analytics Workspace. Donc, comme il disait, le Log Analytics Workspace récupère des informations des machines virtuelles auxquelles il est connecté. Alors, juste 2 secondes, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Alors, je disais donc le Log Analytics Workspace permet de récupérer les logs des différentes machines, qu'elles soient
Windows ou Linux avec un certain nombre de systèmes d'exploitation qui sont supportés. Je vais vous envoyer tous les liens de toute façon à propos de ça. Donc ici, vous voyez donc les deux principaux services qui gèrent la solution. Donc ici, on a le Log Analytics. Le Log Analytics, en fait, permet de récupérer les logs des VM comme je l'ai dit. Et en fait, au niveau de l'agent Log Analytics, il y a ce qu'on appelle un hybrid worker, donc un hybrid runbook worker, pardon, qui permet en fait de récupérer les informations en fait sur les updates. Donc, une fois qu'on a notre machine virtuelle qui est liée au Log Analytics, on peut activer le update management et pouvoir gérer cette solution à partir de l'automation account. Donc là, je vais vous montrer directement. J'avais voulu déployer directement avec vous, mais je pense que le temps ne va pas trop nous le permettre. Donc là, ici, j'ai déployé un Log Analytics, par exemple, où en fait, j'ai connecté dans mes data sources deux VM. Une VM qui est sur du Windows, une VM qui est sur du Linux. Donc, imaginez par exemple, vous venez de migrer vos machines virtuelles dans Azure et vous avez besoin par exemple de mettre en place une solution de patch management d'ASAP. Donc, dans ces cas-là, il y a deux ressources à déployer. Donc, comme je disais tout à l'heure, un Log Analytics Workspace pour cette partie-là et un Automation Account. Sachant que, en fait, il faut prendre en compte que, en fait, un Automation Account, en fait, il peut être linké ou être lié, on va dire, qu'à un seul Log Analytics Workspace. Donc ça, c'est une chose à prendre compte dans un design global si, par exemple, on a plusieurs souscriptions Azure, des centaines, voire des milliers de machines virtuelles. Donc, il faut savoir que si on décide de prendre un Log Analytics Workspace et qu'on lit ces VM-là vont utiliser un seul compte d'automation. Donc, si on éparpille les machines virtuelles à travers plusieurs workspaces, par exemple, on sera obligé d'avoir un Log Analytics avec un Automation Account et donc plusieurs solutions d'update management. Donc là, on voit ici, si je vais dans Agent Management, par exemple. Bon, s'il veut bien. Là, je vois que, par exemple, j'ai un Windows qui est connecté et j'ai un Linux qui est connecté et donc ça correspond à mes machines virtuelles. Maintenant, si par exemple, mes machines ne sont pas connectées au bon workspace, qu'est-ce qui se passe? Simplement, on va pas pouvoir déployer la solution. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le update management, en fait, il peut être lié qu'à un seul Log Analytics et c'est ce Log Analytics qui doit avoir les machines virtuelles. Donc, c'est simple ici, par exemple, là, on a le Log Analytics Connection. Donc, c'est 10 workspaces. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire que ma VM, elle est déjà connectée. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, elle n'était pas connectée? Donc, je vais sur le bon Log Analytics et je fais disconnect. Donc, ça veut dire que je déconnecte l'agent et puis, une fois que je l'ai déconnecté, ça va prendre quelques temps. Après, je vais pouvoir le connecter. Donc, je fais disconnect, j'attends, je fais un refresh, j'attends un petit moment que la déconnexion soit effective. Ensuite, je clique sur Connect et normalement, si je reviens ici, il va me dire This Workspace. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, qu'on a notre machine virtuelle qui est liée au bon Log Analytics. OK?
Donc, la deuxième étape, c'est ici. Donc, si je vais sur une machine virtuelle quelconque et qui est liée au Log Analytics, je ne sais pas pourquoi mon portail il est aussi lent, mais donc bien sûr, je pense que c'est mon. Je pense que c'est mon Windows 11 qui n'est pas tip-top. En même temps, sur la version Insider, donc ça complique les choses. Donc, ce que je disais, donc, lorsque on est sur la machine virtuelle, en fait, on va dans Guest and OS Update. Donc là, à ce stade, on est censé avoir la machine virtuelle qui est connectée au Log Analytics, d'accord? Donc maintenant, je vais dans Go to Update Management. Ibrahim, on ne t'entend pas. Hein. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon, oui. OK. Alors je disais, en fait, lorsque vous activez l'Update Management, il y a un certain nombre de temps à attendre déjà avant que l'agent soit ready déjà. Et ensuite, il faut attendre également que les informations commencent à remonter au niveau des missing updates. Donc, les informations de type, comment dire, security updates, par exemple. Là, je vais l'avoir ici. De type critical, de type autre. Ça, c'est parce que c'est du Linux, mais si je vais sur Windows, je vais avoir, comment dire, un certain nombre d'updates beaucoup plus important. Donc là, je vais revenir ici pour vous montrer un peu donc les types de sources qui sont prises en charge. Donc là, naturellement, Windows et Linux. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de customisation à part des situations particulières. Normalement, une fois que c'est lié au Log Analytics et qu'on a activé l'automation account, il n'y a pas vraiment de souci. En tout cas, moi, dans mes déploiements, j'ai pas vraiment eu de souci. Après, j'ai pas non plus expérimenté la partie hybride, c'est-à-dire aller patcher des VM qui sont on-prem. Donc, je vais vous envoyer aussi le lien des limites de la solution qui correspondent en fait ni plus ni moins qu'aux limites de Azure Automation Account. Si je reviens sur le portail et que je vais sur ma VM Windows, donc je vais montrer un peu après des captures d'écran que j'ai fait, parce que j'avais anticipé sur le fait que mon PC soit un peu lent ou alors mon portail soit un peu lent.
et je pourrais pas faire tout ce que je voulais faire, faute de temps. Est-ce que vous avez des questions jusque-là déjà? Je suppose que non, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me couper. Voilà, la question que j'avais, c'était Mhm. par rapport aux machines non Microsoft. Oui, Parce qu'il y a une prise en charge. oui. Alors, il y a un bouton Mhm. ici, Azure non Azure Machine, ici. Mhm. En fait, c'est dans les cas hybrides, en fait. Mais quand tu dis machine non Microsoft, c'est non hosté dans le cloud Microsoft ou des machines. Par exemple, non Windows, les deux cas, non hostés chez Microsoft ou non Windows. Alors, il y a Windows et Linux, mais en dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas de support sur ça. Alors, je vais revenir un peu sur ici les, justement les OS supportés, les sources connectées qui sont supportées. Donc, prise en charge, oui, Windows, Linux. Après, il y a pas d'autres systèmes d'exploitation, si tu veux. OK. Donc là, en fait, j'ai réussi à onboarder mes deux machines. Donc là, au niveau de la compliance, en fait, il me dit que c'est pas évalué, simplement parce que ça prend du temps. Ce n'est pas automatique ni même instantané. Donc ça va ça va prendre un peu de temps. Donc néanmoins, j'ai pris des captures d'écran pour vous montrer ce que ça va donner. Donc, si je récapitule, donc j'ai onboardé mes machines dans la solution Log Analytics, qui va me permettre, comme disait Amadou tout à l'heure, de pouvoir, par exemple, installer des solutions de monitoring comme Application Insight. Ça va me permettre aussi de pouvoir router mes logs sur le Log Analytics, et donc je vais pouvoir faire des requêtes KQL pour faire comment dire, de l'alerting, par exemple. Ça va me permettre également de pouvoir utiliser le Log Analytics comment dire, avec d'autres services. Et donc, ce que je voulais dire sur Automation Account, c'est que l'update management, c'est juste une partie de l'automation account. L'automation account permet en gros de pouvoir automatiser à travers ce qu'on appelle des runbooks. Donc, les runbooks, c'est ni plus ni moins que des scripts. Donc, qu'on peut utiliser pour déployer des solutions Azure. Ça peut être, par exemple, de déployer de l'Azure Backup, par exemple, de pouvoir backuper des machines, par exemple. Ça va me permettre aussi, dans une certaine manière, de pouvoir utiliser Azure Site Recovery, par exemple. La réplication des machines virtuelles, que ce soit du zone-to-zone disaster ou du region-to-region disaster, ça passe par un automation account. Donc ici, vous avez par exemple des Python packages, vous avez plusieurs types de ressources qu'on peut utiliser pour pouvoir faire nos automatisations. D'ailleurs, si on va dans module, par exemple, donc ici, par exemple, j'ai la dernière version des modules Azure PowerShell, ici, par exemple. Je peux aller en fait dans la galerie, dans le PowerShell Gallery, et en fait, je peux importer des modules. Alors, les modules, en fait, ça peut être soit un fichier qu'on fait directement et qu'on importe, soit des modules qui sont déjà faits. Par exemple, ici, si je fais backup, par exemple,
Donc, je peux avoir plusieurs scripts qui peuvent me permettre de faire un certain nombre de tâches d'automatisation. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que on parle aujourd'hui d'Azure Automation et d'Update Management, mais l'Automation Account n'est pas là uniquement pour faire de l'Update Management. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas dérouler comment dire, je vais pas dérouler la partie compliance. Je vais juste vous montrer une capture d'écran de ce que ça peut donner. Et puis, on va voir la partie deployment schedule, qui permet en fait de pouvoir, à partir de ce que l'on voit sur les missing updates, de pouvoir déployer des patchs. Donc les patchs, en fait, ça peut être en plusieurs parties. On peut avoir des patchs d'urgence, donc emergency patches. On peut avoir des weekly updates, des patchs weekly. Par exemple, chaque semaine, par exemple, je vais déployer tout ce qui est sécurité et critical. Et ensuite, des monthly updates qui vont en fait récupérer tous les patchs du mois qui n'ont pas été appliqués. Ça permet en fait de pouvoir avoir des machines virtuelles qui sont plus ou moins up-to-date. Donc ça, c'est super important en termes de sécurité parce que vous voyez que la plupart des incidents de sécurité, par exemple des attaques ransomware, se basent en fait sur des vulnérabilités qui sont dues pour la plupart du temps à des vulnérabilités zero day, mais également à des vulnérabilités qui sont connues. Donc, pour pouvoir échapper à ces attaques-là, il faut déjà pouvoir maintenir des services de type machine virtuelle à jour. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Donc là, je vous montre un déploiement, par exemple. Là, par exemple, le déploiement, c'était sur 7 machines virtuelles avec 2 types d'updates, donc un update de type Security Intelligence et un update de type Windows Malicious Software. Donc, ce que ça fait, c'est que je prends mon deployment schedule et je choisis les machines virtuelles que je veux patcher en leur disant, en maintenant aussi comment on dit ça, une fenêtre de temps, donc qui va me permettre en fait de pouvoir stopper le déploiement si ça dépasse. Donc ça permet de cadrer en fait le temps de déploiement, parce que si le temps de déploiement est infini, sachant qu'il peut pas, dans ce cas-là, il peut pas être infini puisque c'est entre 30 minutes et 6 heures, mais ça permet en fait de pouvoir comment dire, de pouvoir limiter le déploiement. Donc comment on fait ça? Donc on va dans la partie schedule deployment update. Donc là, par exemple, je vais mettre un nom test, par exemple. Et là, on voit en fait les update classifications, où il y a les critical, les security, les update rollups, les features, les services, les definition updates, les tools, les updates.
Alors, il faut faire gaffe avec ça parce que vous pouvez pas. Alors, ça dépend des clients, bien sûr. Mais le client doit être au courant que, par exemple, si je déploie un definition update ou je déploie un update rollups, ça peut impacter en fait ça peut impacter l'application qui est dans la machine virtuelle. Parce que vous savez que les machines virtuelles, lorsqu'on déploie des applications, c'est par rapport à un framework donné, c'est par rapport aussi à un système d'exploitation avec une version donnée. Donc, il y a tout un tas de requirements que l'application qui est hostée a. Donc, il faut faire super gaffe à comment on déploie les machines virtuelles. Donc, si je veux limiter la casse, entre guillemets, je vais juste faire un critical et les security. Ensuite, alors imaginez par exemple, j'ai des KB qui sont pas. Récemment, par exemple, Microsoft a dû retirer des KB parce que les KB avaient un impact embêtant sur les contrôleurs de domaine, puisque une fois installés les contrôleurs de domaine, ou alors certains contrôleurs de domaine redémarraient en boucle. Donc, imaginez, par exemple, il y a une KB qui est problématique. Donc, ici, il y a la possibilité d'exclure cette KB en mettant le nom de la KB. Donc, il y a un KB, ensuite les chiffres. Donc, on peut exclure la KB en tant que telle. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. J'ai choisi les types de mise à jour que je veux mettre. Donc, je veux mettre des critical et des security. OK. Là, j'ai pas de KB à exclure. Donc, je laisse tout. Et là, je vais dans Schedule Settings. Donc, Schedule Settings va dire, par exemple, à quel moment mon job il va démarrer. Et aussi la time zone. Donc, l'heure et la time zone sont importants parce que des fois, tu peux être en UTC, UTC plus 1, UTC plus quelque chose. La récurrence, est-ce que je déploie uniquement en une fois ou alors je fais une récurrence? En termes, comment dire, en général, on déploie de manière récurrente parce que on a besoin de faire des weekly, on a besoin de faire des monthly, on a besoin de faire des déploiements de manière plus ou moins régulière. Mais par exemple, dans le cas d'un emergency patch, par exemple, on peut se dire, on va déployer ce patch, on va pas attendre le schedule, on va juste déployer une fois parce que c'est peut-être un 0 day que ça corrige, etc. Donc là, je vais dans récurrence. Et donc ici, je peux dire, je peux faire tous les jours. Par exemple, sur certaines machines virtuelles, en fonction de la criticité, on peut dire, on les patch tous les soirs et on les redémarre tous les soirs, par exemple, à 3 heures du matin. C'est possible. Ou alors, comment dire, j'ai plus de contraintes et donc je fais en weekly. Et le weekly, en fait, je les mets en Saturday, par exemple le samedi ou peut-être le dimanche, sachant que le dimanche, je préfère que ce soit dans la nuit du samedi à dimanche. Comme ça, s'il y a un souci pour le support 24/7, ils peuvent intervenir, plutôt que ce soit dans la nuit du dimanche à lundi, sachant que lundi, on serait en prod. Donc là, je peux faire mettre un expiration date ou pas. Ensuite, je peux mettre des scripts, des pré-scripts, c'est-à-dire avant la mise à jour et des post-scripts après la mise à jour. Donc là, je le fais à travers mon automation account. Bien sûr, il faut que mon script soit disponible dans mon automation account. Donc là, j'en ai pas, donc je le laisse. Et là, ce que je disais tout à l'heure, tu as le maintenance window. Donc, ça veut dire que j'ai 120 minutes pour patcher NVM. Là, j'en ai 2, c'est plus ou moins correct. Mais si j'en ai 100, il faut que je puisse définir une plage une place de maintenance un peu plus large. Pourquoi on a besoin de faire des plages de maintenance? C'est à cause de l'option suivante. Ici, je fais un reboot if required. Ça veut dire que si nécessaire, je vais rebooter la VM. Donc, qu'est-ce qui se passe si je reboot une VM et que ça prend énormément de temps? Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai une fenêtre de maintenance qui sont
plus ou moins adapté. Après, je peux faire un never reboot ou prendre d'autres options, mais la plupart du temps, lorsqu'on patch, on a besoin que ça redémarre et donc on laisse le reboot if required. Donc là, je crée mon déploiement. OK, mon déploiement est parti, ça va bientôt apparaître. Est-ce que vous avez des questions sur la manière dont on le déploie? Donc là, j'ai toujours pas de missing update parce que les informations ne sont pas encore arrivées. Mais si je vais dans mon deployment schedule, là, je vois le test que je viens de créer. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, à tout moment, vous pouvez venir le modifier. Par contre, le nom, vous ne pourrez pas le modifier. Mais vous pouvez toujours, par exemple, si je dis, par exemple, ma fenêtre de maintenance est trop petite, par exemple, je peux toujours venir l'ajuster. Je peux dire que, par exemple, je vais mettre plus d'updates de type definition ou de type update rollup, par exemple, au lieu de me cantonner à sécurité et critical. Et une fois que mon déploiement est fait, c'est-à-dire mon job est fait, je peux venir voir ici l'historique. Donc, en soi, c'est assez simple à mettre en place. Maintenant, après, il y a potentiellement des soucis qu'on peut avoir au niveau de l'agent. Donc, on peut avoir des sessions de troubleshooting à faire si l'agent ne répond pas. Donc, clairement, si l'agent n'est pas ready, par exemple, ou alors il y a un souci sur la machine virtuelle en elle-même, parce que généralement, lorsque le job ne marche pas, dans la plupart des cas, en fait, même manuellement, on ne peut pas déployer l'update. C'est-à-dire qu'il y a un souci au niveau de la KB en elle-même ou un souci au niveau de la machine virtuelle en elle-même. Donc, si on récapitule, on a une solution, on n'a pas besoin de déployer des serveurs, en tout cas en termes d'infrastructure. En revanche, on a besoin de, comment dire, on a besoin de lier les machines virtuelles au Log Analytics, de lier un automation account à ce même Log Analytics pour pouvoir récupérer les informations. On va créer un deployment schedule pour pouvoir gérer les jobs de patch. Là, je vois que je commence à avoir des missing updates ici. OK. Là, il me dit que c'est compliant. Là, il me dit que ma VM et Linux est compliant. Alors, la compliant, en fait, c'est assez simple. C'est que quand il y a en fait des security missing updates et des critical missing updates qui sont à 0. Là, vous voyez que as a missing update, on est à 12. Mais quand même, c'est compliant, c'est simplement parce que ce sont ni des critical, ni des security. Donc, ce qui fait qu'en soi, l'exposition, ou alors la vulnérabilité de la machine virtuelle en tant que telle, elle n'est pas à son meilleur level, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on voit la partie compliance à compliant. Donc, ici, on peut voir les missing updates. Là, par exemple, on a différents types de packages avec leur classification. Là, j'ai que du Linux parce que seule ma machine Linux à ce stade a été évaluée. Je vais pouvoir avoir la partie Windows bientôt peut-être. Et donc, si je vais dans les classifications, là, je vois en fait tous les types de classification. Donc, on a une Windows Critical, Windows Security, Update Rollup, Feature Pack. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Update Deployment.
Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai lancé mon job ou alors mon job est passé? Je vais pouvoir monitorer mes jobs ici. Donc, vous allez voir des choses de type patch OMS update. Donc, ce qui veut dire que le job est passé. Et donc, dans Run On, vous allez avoir le nom de la machine virtuelle ici, donc sur lequel le job est passé. Donc, dans l'historique, vous pouvez aussi voir quel job a marché, quel job n'a pas marché, quelle machine virtuelle a marché, est up-to-date ou pas. Donc, au niveau des agents, là, vous voyez que la partie Update Agent Readiness, elle est à ready, mais on peut avoir des soucis, soit parce que la version de l'OS est trop obsolète et que c'est pas simple que l'agent soit prêt. Donc, par exemple, je pense à des serveurs de type Windows Server 2008 R2, par exemple, où le prérequis, c'est que non seulement il y a le framework qui doit être monté en version, il me semble que c'est 4.5 ou 4.6, un truc comme ça. En tout cas, plus que la version 4.5. Et aussi, vous savez que dans Windows Server 2008 le Windows Management Framework, il est à 2.0. Donc, il doit être à 5.0 pour que l'automation count puisse en fait pouvoir pousser puisse récupérer les informations de l'agent. Je pense qu'on a fait le tour. J'avais quelques captures d'écran à montrer, peut-être, parce que j'ai pas. Donc, je vous montre juste. À quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez le patch Microsoft OS Computers. Et là, donc, dans Run-On, vous allez voir les machines virtuelles et vous voyez le statut du job. Donc, soit il est completed, tout s'est bien passé, soit il est en fail, il y a eu un souci, soit au niveau de l'agent, soit il y a un problème au niveau de la machine virtuelle. Donc, le job, on peut toujours le voir ici. D'accord? Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Et donc, en fait, on peut aller voir les logs du job en cliquant sur le job en lui-même. Et donc, on peut voir ici que, par exemple, il y a des informations de type verbose. On peut voir les erreurs, on peut voir les warnings ici. On peut voir plein de choses. Donc voilà, normalement, vous devez être à la sortie de ce meetup des experts en update management, puisqu'on a fait un peu le tour. Et si vous avez des questions, je suis preneur. Voilà, voilà. Ok, alors non seulement des experts en update management, mais aussi en Azure Monitor. C'est vraiment expliqué de manière très claire. Mais je ne t'entends pas, Ibrahim. Hein? On ne t'entend pas. Non, je disais, c'est vrai que la session d'Amadou était très complète, donc Ouais. ça m'a facilité les choses parce que j'ai pas eu à redire les mêmes choses. Donc oui, normalement, vous êtes expert maintenant en monitoring, alerting et Ouais. Non, Tout à fait. non, mais c'est un vrai sujet. Hein. Franchement, c'est très bien fait, Update Management. En fait, c'est un sujet sur lequel je bosse actuellement. En fait, donc, j'ai bien écouté. Et voilà, je monte en compétence sur ce sujet. Merci vraiment. Mais j'avais juste une question pour pas retenir la Oui. parole. Est-ce que en fait, le patch, en fait, est-ce qu'on peut patcher des middleware en fait avec Update Management? Je pense pas parce que vu que après ça dépend où est installé le middleware.
D'accord. Ça, Là, ça, c'est dé- ça plus du dépend en OS fait. en fait. Parce que là, à ma connaissance, ça prend en charge que Windows et Linux en fait. Et sur certaines versions. Ouais, d'accord. Ok. Sur certaines versions. Ouais. Ok. D'accord. Ben, merci. Hein. Top. Pas de souci. Très bien fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mohamed, moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai plutôt un commentaire. C'est la première fois que j'entends parler d'Azure. C'est vrai que de temps en temps, j'entendais parler. Mais Mohamed a insisté que je puisse assister. Mais je vois que je suis passé à côté de beaucoup de choses. J'ai énormément appris et je crois que je veux plus sortir de là. Merci pour toutes les présentations et merci pour tout. Bientôt. Merci. Merci à toi d'avoir participé. C'est toujours un plaisir d'échanger. Hein. Nous aussi, on apprend. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai eu un souci et j'ai dû couper ma session, mais c'est toujours un plaisir d'échanger. Et les feedbacks aussi, c'est super important pour pouvoir s'améliorer. Ouais. Ok, est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions? Il vous suffit juste soit de mettre dans le chat ou bien d'activer votre micro, tout simplement. Ok. D'accord, ben, si on n'a pas d'autres questions, on a fait les 4 sessions. La première sur Power Platform, le Application Lifecycle Management. Et on voit que toute cette Power Platform, au début, c'était vendu comme quelque chose d'hyper simple, mais je vois que c'est en train de devenir de plus en plus riche. Et il faudra bientôt être un développeur calé pour l'utiliser. Après, on a parlé de Kubernetes et ça montre bien que le Azure, ce n'est pas uniquement du Microsoft dans du Microsoft, mais que vraiment, j'ai vu que les clusters Kubernetes qui étaient montés derrière, c'était des serveurs Ubuntu et que l'important, c'est d'utiliser le service et de mettre en place les fonctionnalités. Et que ce paradigme d'utiliser les conteneurs, ça va être un peu comme pour les admin systems, le changement de paradigme d'utiliser un serveur hôte physique, de déployer chaque application sur un serveur physique et faire cette transition à des serveurs virtuels. Peut-être que c'est déjà le cas, mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, ce sera totalement inimaginable de déployer des applications directement sur les machines virtuelles, mais que ça devienne un défaut de n'utiliser que des conteneurs. Après, on a vu aussi 2 sessions très intéressantes, aussi bien Azure Monitor que Azure Update Management, pour montrer que même si vous utilisez des services sur Azure, la valeur ajoutée de Azure, ce n'est pas uniquement par rapport aux serveurs ou autres qu'on déploie, mais aussi par rapport aux services de support qui sont derrière. Le monitoring, les backups, le support, La partie disaster recovery. Disaster recovery, la sécurité. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de services Exactement. qui tournent autour qui font que l'ensemble de votre système d'information est mieux pris en charge. On a une question là de AMG. Comment on peut se procurer les supports slides présentés? Alors moi, personnellement, je n'avais pas de slides. Ok. Mais je peux toujours partager les différents liens. Oui. Je laisse les autres voir. Oui. Sur le Meetup, il y a possibilité de partager des slides, non? Je pense que tu peux mettre des liens, Oui. mais il me semble que tu ne peux pas mettre de documents. Peut-être j'ai dit des bêtises, mais Ce qu'on va sinon, faire on peut mettre un truc, un GitHub, on peut monter un GitHub Ouais. rapidement
un compte Ouais, ouais. GitHub et on met les slides par rapport aux différents meet-up et sessions, hein. Je pense que Voilà, ça peut exactement. être Je pense qu'on et mettre le devrait- lien vers le GitHub, en fait. Exact, exact. Utiliser le Meetup comme ressource centrale, où chaque speaker peut aussi partager ses infos, ses liens et les slides à chaque session, quoi. Exactement. C'est vrai que chaque présentateur avait des slides où il y avait ses contacts, mais si on n'a pas noté, il faut avoir un point où on peut accéder à ces données même après la session.